avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. La team ravie de vous retrouver comme chaque semaine, chaque mardi 18h sur Logos FM. C'est votre rendez-vous sportif hebdomadaire. C'est avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel. Pour m'accompagner ce soir, Virginie Van der Merch, directrice de Sofrocap. Bonsoir Virginie, je reprends mon souffle. Salut tout le monde. Ah, c'est vachement plus calme d'un coup. Et vous l'avez retrouvé la semaine dernière, il est de nouveau avec nous, c'est Ghislain Genillet. Salut Ghislain. Bonsoir à tous. Allez, ce soir, on va parler tennis et on va parler tennis féminin plus précisément avec l'équipe de l'ASM plus de 35 ans qui va disputer dimanche prochain son 8e de finale de championnat de France. Alors Virginie, c'est une émission de copines puisque ce sont tes coéquipières qu'on reçoit aujourd'hui. En studio, on aura Aurélie Béjart. Bonsoir Aurélie. Bonsoir. Et puis tout à l'heure, on leur au téléphone sur la partie 2, ce sera Mathilde Corr qui nous rejoindra. Les filles, vous allez nous expliquer ce que c'est que votre équipe, ce que c'est que ce championnat et puis ce qui nous attend ce week-end, où est-ce qu'on pourra aller vous voir, vous encourager, vous applaudir et on espère célébrer la victoire tous ensemble. On va commencer avec les résultats du week-end. On va parler rugby et on va parler handball là aussi chez les filles. On va commencer avec l'ASM, match face à Sale dans cette poule de Coupe d'Europe à laquelle on ne comprend rien. Mais l'ASM a gagné 25-19, c'est à peu près le seul truc que j'ai compris du week-end. Ghislain, tu veux commencer ? Ouais, c'est à peu près il y a que ça à comprendre, je pense. Cela dit, on n'a pas tout compris à la victoire de l'ASM non plus parce que ça a été un peu compliqué. Non, au moins ils sont dans le ton de la formule, c'est parfait. Ouais, moi je pense que ce match il est résumé par la dernière possession où on récupère le ballon dans les 40 mètres, Bergaray tape en touche, alors que si on n'a pas de point de bonus, ça va être compliqué pour la qualif. Et on n'a pas eu le point de bonus, comme ça au moins c'est clair. Bon, après, il faut reconnaître qu'on a fait quand même un match assez cohérent. Enfin, ça ressemble à ce qu'on fait depuis le début de saison. Au moins, on peut pas leur reprocher ça. Beaucoup d'inconstance et puis un manque de réalisme flagrant parce qu'il y a eu les occasions pour aller chercher le 4e essai. On avait déjà 3 essais à la pause. Voilà, ça a été un match pas terrible quand même dans l'ensemble. On a encore été assez imprécis en mêlée, assez imprécis en touche. Et puis après des éclairs de génie de 2-3 joueurs, dont Damien Penaud qui est quand même vraiment une pépite extraordinaire. Heureusement qu'on l'a. Et lui, homme du match. Hein. Ouais, ça m'étonne pas. Donc voilà, mais voilà, de la qualification, maintenant il va falloir attendre un faux pas probablement de Montpellier ou de Glasgow qui reçoivent tous les deux. Bon, des matchs difficiles quand même pour les deux formations. Mais je ne vois pas prendre de points en Ulster, donc on va compter sur les autres. Et puis si on fait 7 ou 8, on sera super content parce que on peut que compter sur les autres avec le niveau qu'on a en ce moment. Mais c'est une Coupe d'Europe qui est complètement ça veut rien dire. Tu joues pas assez, on te donne 2 points du match nul. C'est ça, voilà. Les autres ne peuvent pas jouer parce qu'ils ont des cas Covid. Eux, ils ont match perdu. Donc il y a une inéquité qui est extraordinaire. Donc en fait, ça ressemble à rien. Et écoute, tant pis, c'est pas pour nous cette année. On ira gagner une Coupe d'Europe dans les années à venir où on la jouera à armes égales. J'ose à peine donner le classement parce que c'est vrai qu'il veut pas dire grand-chose avec cette formule là qui change pratiquement d'une semaine à l'autre avec des points qu'on donne, d'autres qu'on retire, ou qu'on donne pas, des matchs perdus, c'est très compliqué. Mais l'ASM en attendant est 6e. Virginie, qu'est-ce que tu retiens toi de cette rencontre et puis ton avis sur cette formule de Coupe d'Europe? Alors j'y étais hier soir, j'ai la chance de faire partie des spectateurs. Ce que je retiens quand même... Est-ce que c'est une chance? Bon, je sais pas. Non, mais en tout cas, de ce que je vois depuis le début de saison sur la SM Rugby, c'est que heureusement qu'il y a des individualités qui tiennent la route. Bon, des duos aussi, parce que Lopez, Penaud ensemble, il y a eu vraiment... je trouve du bon jeu trouvé. Alors au pied, c'était un peu la tactique hier, mais c'est vrai vraiment des moments de jeu où on a l'impression qu'ils sont pas là en fait. Donc c'est assez particulier quand même, et je sens pas une équipe qui est soudée. Quand Corrier à la fin du match avec Morgane Parra qui parle pendant au moins 10 minutes. En voyant le non-verbal de Morgane, je crois qu'il n'était pas complètement satisfait de ce qui avait été mis en place par ce joueur pendant le match, et où c'est vrai que il fait quand même pas mal d'erreurs. On sent que c'est une équipe qui cherche, qui se trouve pas. Donc ça se voit sur le terrain, c'est un peu brouillon. Ils s'en sortent quand même un peu miraculeusement, sur le terrain.
Après, ouais, c'est un championnat qui est encore une fois complètement décousu. On vit encore une année de dingue. Hein. On est encore en plus à 5000 spectateurs, donc je peux vous dire zéro ambiance hier au Stade Marcel Michelin, hein, très clairement. Voilà, sur une phase du championnat d'Europe, c'est fort dommage. Donc c'est compliqué avec tout ça, et je pense que les joueurs aussi, ils en pâtissent. Donc voilà, hein, moi je souhaite qu'une chose, c'est que, ben voilà, en effet... ils puissent aller un peu plus loin dans le championnat. En tout cas, c'est déjà bien. Ils vont aller à Ulster pour jouer quelque chose la semaine prochaine. Mais en effet, comme dit Ghislain, c'est pas gagné, quoi. Ça, c'est clair. Ça va être d'autant compliqué. Que je pense qu'on va perdre 2 joueurs majeurs. Hein. Enfin, au moins Moala, parce que là, c'est par rapport au tennis, on aurait pu en parler. Mais Maracineanu, elle est revenue un peu sur ce qu'elle disait sur Djoko. Et en fin de compte, les joueurs non vaccinés, a priori, ne vont plus avoir le droit de pratiquer au niveau professionnel. Enfin, d'ailleurs, même au niveau amateur. Hein. Donc, je pense que Moala et Matsutima vont être concernés par cette mesure. Donc, t'enlèves Moala, là, ça va faire encore un peu plus de dégâts. Quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais. Aurélie, tu suis un petit peu l'ASM ou d'autres sports que le tennis? Rapidement, un peu le rugby. C'est vrai que ça me plaît bien, mais c'est dommage ce qu'ils font cette saison et on sent pas vraiment de collectif où ils ont du mal un peu tous à trouver leur marque et on sent pas une vraie lagnac de gagner et c'est un peu dommage parce qu'il y a vraiment du potentiel. Ça c'est sûr. Et ben on verra ça l'année prochaine. Donc tu l'as dit, pour espérer des jours meilleurs cette année, on va se contenter de prendre ce qu'ils nous donnent. Tu l'as dit, Virginie et Ghislain aussi. Prochain déplacement, ce sera l'Ulster. C'est dès samedi prochain à 18h30 pour les suivre et les encourager. On va passer au petit ballon rond maintenant, le handball. Les filles du HBCAM qui faisaient leur retour sur leur terrain de la Maison des Sports après un déplacement difficile la semaine dernière. Victoire cette fois face à Cannes, dernier de la poule, une victoire 33-25, donc une victoire convaincante, mais toujours ce problème de régularité pour les filles du HBCAM. Virginie? Ouais, c'est vrai que les filles du HBCAM, voilà, alors bon, il y a des blessés majeurs sur le banc, ce qui fait que je pense que aussi, pareil, c'est difficile de trouver un collectif là, et on sent un peu d'irrégularité dans ce qu'elles peuvent produire. Après, moi je les ai trouvées quand même assez convaincantes sur ce qu'elles ont pu faire. J'ai regardé un peu du coup en replay ce qu'elles ont pu faire, et franchement, voilà, moi j'ai trouvé que par contre... ouais, elles étaient bien présentes quand même tout le long du match, notamment au niveau de la concentration et tout. Je trouvais que ça tenait bien parce que voilà, l'équipe de Cannes quand même, c'est une équipe qui joue bien. C'était un vrai beau match, mais je pense que lié au fait que voilà, il y ait des blessés et que c'est quand même des leaders du groupe, on sent que voilà, elles ont eu du mal à se trouver par moment. Ghislain? Toujours 10e, le HBCAM. On attend mieux quand même. On espère mieux en tout cas. On espère mieux, mais après, c'est un championnat, c'est pareil. Elles n'ont plus rien à espérer. Ni devant. Elles n'ont pas grand-chose à craindre. Parce que derrière, ça y est, c'est complètement lâché. Oui, là, le trou est fait. On va juste préciser pour le classement, elles sont 10e à 20 points et le 5e à 23 points. Donc, c'est jamais qu'une victoire d'écart. C'est pas non plus le bout du monde pour faire une remontée. Oui, je suis d'accord, mais avec l'inconstance qu'il y a depuis le début de saison, ça me paraît compliqué. Alors, de gagner contre le dernier à domicile, c'était la moindre des choses. La semaine dernière, elles ont chargé quand même à Noisy, qui était 4e. Ce qui veut dire que c'est pas facile de s'exporter correctement. Bon, voilà, ça va être une saison. On espère qu'avec le retour des blessés, peut-être qu'elles retrouveront un petit peu plus de régularité. Et bon, il faut faire un bon petit milieu de tableau pour pouvoir préparer sereinement la saison prochaine. Bon, la D2 féminine, c'est bien pour Clermont. Il faut pas. Faut pas s'enflammer, mais déjà qu'elles restent à ce niveau. Voilà, il faut stabiliser ce groupe. Qu'elles prennent du plaisir, et puis elles en donneront au public. Mais voilà, c'est une équipe qui doit se stabiliser à ce niveau-là, et c'est déjà très bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. On vise quoi? Une première partie de tableau, ça serait une saison réussie, 6e, 7e? C'est dans leur capacité en tout cas. Bien sûr, oui, je pense. Et c'est vrai que par contre, ça serait bien que les Portugaises elles restent l'année prochaine, ça serait pas mal. Après, c'est le travail des dirigeants. Je pense qu'ils œuvrent beaucoup en ce moment pour garder un maximum de joueuses. Prochain match pour les Volcaniques, ça sera vendredi. Dès vendredi, elles rejouent, 21 janvier, 20h30, un déplacement à Aulnoy-Emery.
Aulnoy-Emery qui est, je prends mon petit classement, j'aurais dû prendre mes lunettes parce que je ne vois rien, donc je vais vous dire ça très rapidement. Aulnoy-Emery qui est 3e de cette poule. Voilà, donc un gros morceau à l'extérieur, donc ça va être l'occasion de voir si effectivement les déplacements restent compliqués ou s'il y a du mieux comme on a pu le voir à domicile ce week-end. Allez, nous on va marquer une première pause, on se retrouve tout de suite après pour parler tennis avec les joueuses de l'ASM Tennis qui viendront nous présenter leur 8e de finale de championnat de France plus de 35 ans. Vous êtes sur Logos FM dans Avec AS Sport. Avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible. Avec Olivier et toute sa team. De retour dans Avec AS Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel chaque mardi 18h sur Logos FM, la rediff le mercredi 20h et le podcast à partir du jeudi matin sur notre page Facebook Avec AS Sport. 800 abonnés, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. On va essayer d'atteindre les 1000 d'ici la fin de l'année, ça serait pas mal. Pour m'accompagner ce soir, Virginie Van der Merch, Ghislain, j'ai bien dit Genillet. Et nous parlons ce soir tennis féminin avec comme invité Virginie Van der Merch, Aurélie Béjart et au téléphone Mathilde Corr. Bonsoir Mathilde. Bonsoir. Donc on va parler tennis. Virginie, je t'ai présenté à la fois comme invitée et comme chroniqueuse puisque ce sont tes coéquipières qu'on reçoit ce soir. Je te remercie d'ailleurs de les avoir invitées et on va parler de ce 8e de finale de championnat de France. Alors on va commencer avec Mathilde puisqu'elle est avec nous au téléphone. Mathilde, est-ce que tu peux nous présenter ton équipe ? Oui, bien sûr. Alors, du coup, on est composé de 4 filles. Et puis, on a 2 coachs qui viennent nous aider et nous soutenir dans notre préparation. Donc, du coup, les filles, donc on a Emmanuelle Ponsetta, Aurélie Béjart, Virginie Van der Merch et puis moi-même comme joueuse. Et puis, du coup, en coach, on a Michael Aymar et puis Johan Faugère qui se charge de nous entraîner depuis plusieurs années. Donc, voilà. Ça fait combien de temps là vous jouez tous ensemble, Ça fait longtemps pour Emmanuel, Virginie et moi. Ça fait depuis que je suis arrivée du coup au club de l'ASM, ça fait plus de 10 ans. Il me semble que c'était 2010, ouais. Et puis Aurélie, elle nous a rejoint au club de l'ASM il y a 2 ans. Et on n'a pas pu jouer l'année dernière à cause du Covid. Donc, du coup, on est vraiment très, très motivés pour cette année et on a de gros objectifs. C'est quoi les classements là de l'équipe ? Alors, les classements aujourd'hui, du coup, on a Emmanuelle Ponsetta qui est 2-6, qui est anciennement moins 4-6. Aurélie Béjart qui est 3-6, anciennement moins 4-6. Moi-même qui suis 2-6, anciennement moins 15. Et puis Virginie qui est 15, il me semble, et anciennement moins 2-6. Du bon niveau déjà quand même. Voilà. Donc on joue un petit peu moins, donc on baisse en classement parce qu'on a nos vies personnelles, professionnelles et tout ça qui empiète un petit peu aussi sur la partie vie sportive, mais on est toujours, on s'entraîne toujours et on est très motivés pour ces championnats de France plus de 35 cette année. C'est combien d'entraînements par semaine ? Est-ce qu'à chaque fois vous êtes toutes les 4 ensemble ou il y a des entraînements un peu plus individualisés ? Non, alors du coup en entraînement par semaine, on est à peu près à 3 entraînements par semaine. C'est parfois un peu difficile de se retrouver toutes les 4 parce que en raison du travail, de la vie perso, c'est un peu compliqué. Donc on s'entraîne aussi de notre côté, de façon sur la partie plutôt on va dire physique. Et puis en général la partie tennis, on essaie de se retrouver et de s'entraîner ensemble. Est-ce que vous travaillez, je sais, on expliquera un petit peu la compétition et la formule plus en détail, mais je sais qu'il y a un double. Est-ce que vous entraînez plus spécifiquement sur cette partie-là du match ? Alors oui, là, depuis quelques semaines, on essaie de s'entraîner beaucoup plus en double, puisque le double, en fait, vaut 2 points, alors que les simples valent qu'1 point. Donc du coup, voilà, ça met beaucoup d'importance au double. Ce qui est bien aussi puisque c'est pas forcément la discipline la plus jouée en France et puis du coup ça rebat les cartes un petit peu de chacun des matchs et voilà, même en jouant contre des filles plus fortes, et le double a une importance capitale et du coup en fait tout est possible quoi. Est-ce qu'il y a au sein de l'ASM d'autres équipes, que ce soit chez les garçons ou chez les filles, en plus de 35, vous êtes combien à jouer en tout ?
Alors oui, il y a plusieurs équipes. Alors je ne vais pas dire de bêtises, mais chez les femmes, déjà, on doit être 2 équipes, plus de 35, même peut-être 3. Et chez les hommes, oui, il y a aussi plusieurs équipes, plus de 35, dont une équipe qui a été championne de ligue et qui joue aussi en championnat de France. Virginie, je crois que tu avais une question pour ta coéquipière. Alors, c'est pas une question, mais de dire que c'est vrai qu'on se connaît depuis très longtemps. On œuvre ensemble depuis très longtemps, on monte un projet sportif depuis très longtemps, et au-delà du projet sportif, on est dans l'idée de partager du plaisir à être au plus haut niveau et dans l'excellence. Et par rapport à ça, je pense que Mathilde ne me contredira pas, et Aurèle non plus, de dire que on travaille vraiment cette partie de cohésion qui est juste essentielle. Et alors en plus, en sachant que le double il compte 2 points, je crois qu'on a des grandes chances de pouvoir faire de belles choses sur le terrain, parce que voilà, cette partie-là, elle compte énormément pour nous, et on a construit un groupe très fort autour de valeurs, et on a travaillé sur les valeurs de l'équipe, et ça c'était super important. Alors, voilà, j'espère que ça va bien se voir sur le terrain. Voilà. Mathilde, qu'est-ce que tu en penses de ça ? Oui, je suis tout à fait d'accord. En fait, on a monté cette équipe parce que on joue aussi entre copines et on a envie de passer des bons moments ensemble. On se connaît vraiment depuis longtemps et je pense que l'idée, voilà, c'est de faire des belles choses toutes les 4 ensemble. Et voilà, donc j'espère que l'entraînement qu'on a fait, tout ça, ça va payer. Et puis surtout, comme tu dis, qu'on va prendre beaucoup de plaisir sur le terrain, parce que de toute façon, je pense que c'est aussi par le plaisir qu'on va gagner et qu'on va avoir de la satisfaction en fait sur ces rencontres-là. Quand on est une préparatrice mentale parmi ses coéquipières, est-ce qu'elle vous fait bénéficier de ses compétences professionnelles ? Ah bien sûr, ça on en bénéficie sur chaque rencontre, chaque entraînement. Elle essaye de nous questionner sur un certain nombre de points et du coup c'est très intéressant. Hein. Cette approche-là est très intéressante et moi Virginie m'avait également aidée quand j'ai essayé de jouer un petit peu sur le circuit professionnel et ça m'avait bien aidé à structurer mon projet, mes objectifs, et j'avais vraiment apprécié cette aide-là d'un point de vue préparation mentale. Ghislain, tu as une question ? Quand on a joué à un gros niveau justement, qu'on a touché le milieu professionnel, qu'est-ce que ça fait quoi de retrouver le niveau amateur ? Les ambitions sont toujours aussi importantes. Comment on le gère au quotidien, je dirais ? Alors, c'est vrai que c'est pas simple. Moi, de mon côté, ça a été un peu difficile à la suite de ma première grossesse. Il a fallu revoir un petit peu les objectifs, se dire que maintenant ce serait compliqué, que finalement on pourrait plus tellement progresser. Et puis en fait, le tennis, pour ça, c'est un super sport, parce qu'en fait, il y a des compétitions pour tous les niveaux, pour tous les âges. Et donc en fait, moi de mon côté, je me suis remobilisée sur d'autres objectifs, qui étaient par exemple le championnat de France Corpo aussi, avec Emmanuel pour cet âge justement. On s'est mis ça comme objectif. Et puis là, dès que moi je suis passée en plus de 35 ans, on s'est dit maintenant il faut qu'on monte une équipe et qu'on fasse quelque chose sur la partie plus de 35. Et puis de mon côté, mais je pense que du côté des filles aussi, le moteur en fait c'est le plaisir. Moi je prends toujours autant de plaisir à jouer au tennis et du coup c'est important pour moi en fait, et c'est ça qui me motive à m'entraîner et à faire de la compétition en fait. C'est quoi l'ambition là sur ce championnat de France plus de 35 ? Alors l'ambition, ce serait d'être championne de France. Alors est-ce que ce sera 2022 ou 2023 ? On a l'objectif d'être championne de France plus de 35. Donc ce qu'on voulait, c'est le construire sur plusieurs années. Cette année, on va tout faire pour l'atteindre. Après, on a vu qu'il y avait 1 ou 2 équipes qui étaient très fortes et qui allaient être très difficiles à battre. Mais encore une fois, avec ce double qui vaut 2 points, franchement, tout est possible sur chacune des rencontres. Là, sur l'équipe qu'on doit jouer ce week-end, finalement, en fait, on n'avait pas parié du tout sur cette équipe-là. Et au final, elles ont gagné leurs 2 précédents matchs. Donc, vraiment, tout est possible dans ce championnat, je pense. Alors, vous connaissez quand même à peu près la composition des autres équipes. Vous faites partie des favoris avec vos classements ou comment vous vous situez ?
Alors du coup on était plutôt dans les têtes de série, parce que du coup on a évité les 2 premiers tours, donc on rentre directement en 8e de finale. Donc oui, on fait partie des 5 ou 6 meilleures équipes, parce que notre force à nous, c'est qu'on a une équipe qui est très homogène. En fait, on a tout à peu près le même classement. Dans d'autres équipes, il y a souvent une joueuse très forte et des joueuses un peu moins fortes. Donc oui, on est plutôt dans les têtes de série, et voilà. Mais on n'est pas favorite pour le titre. Ghislain. Oui, je voulais savoir un peu quelle était la formule championnat, mais avec l'explication, j'ai un peu mieux compris, puisque vous rentrez en 8e, donc du coup c'est par élimination directe, si j'ai bien compris. Et est-ce que les tableaux sont déjà prédéfinis ou c'est des tirages au sort, ou est-ce que vous connaissez votre futur adversaire en cas de victoire? Oui, le tableau est prédéfini. En fait, une fois que tous les championnats de ligue sont terminés, et côté Fédération française du tennis, ils tirent au sort le tableau, en fait. Et donc, il y a un système de tête de série et qui sont exempts des premiers tours. Et oui, on connaît notre adversaire du 2e tour, enfin des potentiels quarts de finale. Et ce sera pas simple, c'est une grosse équipe, c'est l'équipe du TC Paris, donc qui est un des plus gros clubs de France. Donc, ouais. Mais déjà, ça va passer par une première rencontre ce week-end contre Juvignac, et ça risque d'être difficile, puisque Juvignac doit être très en confiance. Elles viennent de gagner leurs 2 derniers matchs au super tie-break du double décisif sur les 2 dernières rencontres, donc je pense qu'elles sont vraiment sur une bonne lancée, donc elles vont être très motivées contre nous, je pense. Très bien, merci beaucoup Mathilde, je vais te libérer, on va poursuivre l'émission avec Virginie et Aurélie en studio. En tout cas, bonne chance pour ce 8e de finale, on va suivre ça de très près, on manquera pas de donner les résultats la semaine prochaine dans la nouvelle émission. Merci beaucoup de ta venue au téléphone dans Avec AS Sport. Ok, merci beaucoup, bonne soirée à vous, au revoir. Au revoir, et puis nous on va marquer une nouvelle pause, on va se retrouver tout de suite après, vous êtes toujours sur le Goss FM, c'est Avec un S à Sport. Avec un S à Sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible, avec Olivier et toute sa team. 3e partie d'Avec AS Sport sur Logos FM chaque mardi à 18h, l'émission qui vous parle de sport au pluriel. Ce soir, on parle tennis avec nos invités, les filles de l'ASM Tennis qui jouent leur 8e de finale de championnat de France plus de 35 ans. Et pour m'accompagner en chroniqueuse et en invité, Virginie Van der Merch, autre chroniqueur Ghislain Genillet et autre invité Aurélie Béjart qui fait donc partie de cette équipe. Alors on a vu un peu plus avec Mathilde tout à l'heure au téléphone comment était constituée cette équipe. Parlez-nous Aurélie, parle-nous maintenant un petit peu plus de ce championnat. C'est quoi ce championnat de France? C'est quoi la formule? Donc on a vu tout à l'heure championnat à élimination directe, mais comment se passe une journée de championnat? Alors déjà, avant d'arriver au championnat de France, il y a les championnats départementaux. Les vainqueurs et finalistes sont qualifiés pour championnats régionaux. Donc c'est ce qu'on a fait au mois de décembre, où on a perdu en finale contre le club d'Annemasse. Et après, donc les vainqueurs sont automatiquement qualifiés pour le championnat de France et ils prennent aussi les meilleures équipes de chaque région. Donc comme nous, on a des bons classements, on a été repêchés et on a pu intégrer le tableau des championnats de France. Ça attaque en 32e de finale. On a eu un bail pour le 32e et 16e et donc on attaque dimanche, nous, en 8e de finale. Après, comment se déroule une rencontre? Donc il y a 3 simples et un double. On attaque par le simple numéro 1, le simple numéro 2, le simple numéro 3 en format classique et après le double qui vaut 2 points. Et par contre, il n'y a pas de 3e set, c'est un super tie-break. Donc ça peut aller très très vite et c'est crucial. Alors, quand tu parles de format classique, c'est-à-dire en 3-7 3-7 avec avantage, vraiment le format standard. Que tout le monde connaît. Que tout le monde connaît. Et donc, simple numéro 1, ce sont les 2 meilleures joueuses qui s'affrontent, le 2 les 2 suivantes, etc. On ne peut pas combiner, on peut pas... Non. Et dans le double, vous faites l'équipe que vous voulez ou vous êtes obligé de placer, je ne sais pas, au moins la meilleure joueuse? Pas du tout. Pendant le double, on fait vraiment ce qu'on veut. On met l'équipe la plus en forme du moment. Donc on peut avoir, puisque vous êtes 4 dans l'équipe, on peut avoir une joueuse qui éventuellement ne joue pas du tout ou ne joue que le double, c'est envisageable? C'est tout à fait envisageable. Et qui peut peut-être même être préparée pour le double spécifiquement? On peut avoir une joueuse aussi qui va jouer qu'en double.
D'accord. Tout est possible. On est sur une journée de championnat qui va durer combien de temps? Parce que là, vous démarrez, on ne l'a pas encore dit, c'est dimanche à partir de 9h, hein, c'est bien ça? Dimanche 9h. Les quarts finales, c'est le week-end prochain. Après, il y a une pause pendant le mois de février. Et demi-finale et finale, ce sera sur un week-end au mois de mars à Rouen. On n'a pas encore la date. Et avant de passer la parole à Ghislain, une journée de championnat, commencez à 9h, vous finissez à peu près à... Tout dépend de la durée des matchs. C'est vrai. Comme elle les explose, ça se finit vite. Voilà. En moyenne, il faut compter quoi? 1 heure non, pour un match en 3-7? Non, plutôt 1h30 pour le simple. Et le double, généralement, ça va un peu plus vite. 1h15 aussi, et 1h30 si on va au super tie-break. C'est l'expongiste qui parle, qui a l'habitude des matchs expédiés en 20 minutes. Nous, on se fatiguait pas, ça allait plus vite. Ghislain. Ouais, pour les auditeurs, tu peux expliquer le super tie-break? Alors, le super tie-break, en fait, c'est un tie-break en 10 points, avec 2 points d'écart. D'accord. Ah ouais, donc c'est vraiment très vite. Ouais. Ça va très très vite. Et le principe du tie-break, comme on le connaît, deux services chacun? La première personne qui sert une fois, et après, c'est 2 services. 2 points de service. Et ça, c'est en double? Et ça, c'est en double. Ouais, donc ça dure 10 minutes, quoi. Ça dure 10 minutes. Et il y a une grosse pression, parce que c'est décisif, et 10 points, ça peut se jouer très vite. Ouais. C'est bien, ces formules, c'est récent, non? Ces formules un peu... C'est assez récent, ils ont essayé de faire ça pour raccourcir les matchs, et pour qu'il y ait un peu plus de spectateurs, et que ça dure moins longtemps. Aussi pour les clubs qui ont plusieurs équipes. Comme ça va plus vite et on peut faire jouer une équipe le matin, une équipe l'après-midi. Il y a des formules comme ça qui sont testées au niveau amateur pour éventuellement intégrer les niveaux professionnels. Ça arrive régulièrement, non? Ou c'est là, voilà, l'occasion s'est présentée Il me semble qu'ils ont après mis en place, c'était avec Mouratoglou, c'est ça. Je crois, où vous essayez de faire un tournoi un peu différent. Pour faire un peu plus de spectacle. Il y avait juste une balle au service, des choses comme ça, pour essayer de dynamiser un peu le tennis. Parce que ça reste quand même un des derniers sports où on a cette longueur, ces matchs qui peuvent être très très longs, alors notamment sur terre battue. Je ne vous ai pas demandé d'ailleurs sur quelle surface vous alliez jouer ce week-end. On va jouer sur moquette. Sur moquette, d'accord, donc en intérieur. En intérieur, court couvert et court chauffé. Donc c'est plutôt agréable. D'accord, oui. C'est rapide la moquette? Assez rapide, ouais. Et ça fuse un peu quand on met un peu de lift ou un peu de slice. Mais c'est très sympa et surtout c'est hyper confortable. Et d'avoir les cours chauffés, ça n'a pas de prix. Donc comme je disais, c'est encore un des derniers sports où on a ces matchs tout en longueur. On pense à Roland-Garros sur la terre battue où ça peut être très très long. J'ai ce souvenir d'un match à Wimbledon entre un Français et un Américain, j'ai oublié leur nom, je suis pas un grand spécialiste. Voilà, qui avait duré, qui s'était étalé sur 3 jours, qui avait duré quelque chose comme 11 heures, il me semble bien. Et c'est vrai qu'on cherche un peu des formules parce que c'est plus vraiment dans l'air du temps, ces matchs très très longs. Tous les sports cherchent à raccourcir les formats parce que c'est vrai que le jeune public a plus tendance à zapper un peu vite. Qu'est-ce qui vous convient le mieux comme formule? Vous aimez jouer de manière traditionnelle ou cette formule là de tie-break express, c'est quelque chose qui vraiment vous plaît beaucoup? Tu peux répondre aussi, Virginie, en tant que joueuse. Hein. Ouais, moi je trouve que c'est une formule vraiment intéressante sur la partie gestion mentale, où du coup, là, pour moi, ça mesure à quel point sur un plan mental, comment tu arrives à gérer la pression dans ces 10 points. Donc moi, elle me plaît particulièrement. J'aime bien l'adrénaline. Que ça procure de jouer un super tie-break en double décisif. On se rapproche plus des autres sports de raquette du coup, oui, où tous les points comptent, parce que c'est vrai qu'au tennis, on peut être à la fin d'un match celui qui a marqué le plus de points, mais qui perd quand même. C'est particulier comme fonctionnement. Tout à fait. Moi, je sais que j'aime bien. Après, il y a des filles qui aiment moins parce que du coup, oui, ça met vraiment la pression et que, des fois, sous la pression, du coup, ça joue petit bras plus et voilà, on ose moins. On perd un peu ses moyens. Vos coachs sont au bord du court quand vous jouez ou c'est vous-même qui vous coachez? Non, là, le capitaine est au bord du terrain. D'accord, donc comme en Coupe Davis, c'est un capitaine extérieur. Exactement. C'est pas une des joueuses qui est en même temps capitaine. Une joueuse peut être aussi capitaine. D'accord. Et on peut avoir 2 personnes, capitaine plus capitaine adjoint. Donc c'est ce qu'on fait nous. Du coup, sur la formule qu'on a choisie, c'est du coup je suis capitaine ou capitaine adjoint et il y a un des coachs qui sera là
avec nous et voilà, on le fait comme ça. Et donc entre vous coachez pendant le match, au changement de set, je reprends toujours cet exemple de Coupe Davis, mais c'est ce qui est le plus parlant pour les gens qui nous écoutent. Vous coachez à chaque changement de côté. Tout à fait. On a exactement la même formule. Ghislain. Ouais, justement, on parlait un peu format Coupe Davis. Vous, c'est une formule que vous appréciez. J'aimerais bien avoir votre sentiment sur la nouvelle magnifique Coupe Davis. Une catastrophe. Et toutes les nouveautés ne sont pas bonnes à prendre. C'est cela, oui. Non, ça a vraiment perdu son charme. Et c'est vrai que là, il y a beaucoup moins de monde qui s'intéresse justement à cette nouvelle Coupe Davis. Ah, mais c'est passé totalement inaperçu. Ça devient le Dakar du sport auto, en fait. Plus personne ne le regarde. Et qui est aussi passé totalement malheureusement. Inaperçu. C'est dingue. C'est comme quoi il n'y a pas que du bon dans la nouveauté. Autant ce système de points, on peut y trouver un intérêt que effectivement ces nouvelles formules de coupe ou de championnat pour des raisons qui sont loin du sport en plus, c'est pas vraiment très très appréciable. On a aussi la Fed Cup chez les femmes qui a un format un peu différent. Comment vous le voyez, comment vous le vivez cette Fed Cup dont on ne parle plus non plus d'ailleurs. Ça c'est vrai aussi. Non, c'est pareil. C'est pareil. Un vrai désastre. On a complètement perdu cette notion d'appartenance à un pays, de représentation du pays, où tout le monde se fédérait derrière l'équipe nationale. C'est complètement passé à la trappe. Et c'est bien dommage. Ouais. En termes d'image, je trouve que c'est désastreux pour le tennis en tout cas. Oui. De ne pas pouvoir... moi je me rappelle cette fameuse finale à Lyon, où les Français gagnent la Coupe Davis. On était des millions devant le poste et on a vibré. Et pourtant, on ne joue pas forcément au tennis. Et de ne plus avoir ça, ça nous éloigne un peu de ces sports et c'est bien dommage. Bien sûr. Et on ne peut pas dire que l'actualité de la semaine ait donné à nouveau une belle image du tennis, mais on y reviendra tout à l'heure, ça sera l'occasion de mon coup de gueule. On va rappeler quand va avoir lieu ce championnat. Virginie, vas-y, dis-nous tout. Donc il aura lieu à la SM Tennis à la Gautière à partir de 9h dimanche matin, 23 janvier, voilà, sur les moquettes. L'entrée est gratuite, bien sûr. Venez nombreux nous supporter et voilà. Voilà, donc n'hésitez pas, on peut encore aller voir du sport. Malheureusement, pas de buvette encore pour l'instant, passer un petit moment de convivialité ensemble, mais on peut au moins aller encourager et voir du sport, et c'est déjà ça. C'était pas le cas il y a un an, donc il y a quand même du mieux dans cette situation. Allez, on va marquer une dernière pause, on se retrouve tout de suite après. Vous êtes toujours sur Logos FM dans Avec S à Sport. Avec un S à Sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Quatrième et dernière partie de votre rendez-vous sportif hebdomadaire, le mardi 18h sur Logos FM, la rediff le mercredi 20h, le podcast sur la page Facebook avec ASA Sport le jeudi matin. Pour m'accompagner ce soir, Virginie Van der Merch, Ghislain Genillet. Nos invités, c'était une partie de l'équipe de l'ASM Tennis qui jouera dimanche 9h à la Gautière son 8e de finale de championnat de France plus de 35 ans. Virginie qui fait partie de cette équipe, Aurélie Béjart et nous avions tout à l'heure au téléphone Mathilde Corr. Allez, je vous ai déjà donné un petit peu le menu de ce coup de cœur, coup de gueule. Ça sera un gros coup de gueule après le tennis, Djoko forcément, mais aussi contre l'Australie. Alors Djoko, parce que les règles, il les connaissait du départ, il a sans doute voulu filouter un petit peu. On l'a vu venir gros comme une maison avec ses gros sabots serbes. Je pense qu'il a cherché tout simplement à enfumer tout le monde. Il s'est dit, je suis numéro 1 mondial, jamais on voudra se passer de moi. Bah si, on s'est passé de lui. Alors après, vacciné, pas vacciné, on va pas rentrer dans ce débat-là. Ça, c'est son problème à lui. Simplement, il y avait des règles, il les connaissait, il a voulu passer au travers du filet. Et puis de l'autre côté, il y a un État australien qui a quand même mis une semaine pour dire est-ce que tu joues, est-ce que tu joues pas, qui a laissé faire un tirage au sort. Et puis le jour où le tournoi démarre, il dit bah non, finalement tu vas rentrer chez toi. Donc je trouve que dans cette affaire, tout le monde a été plutôt calamiteux, parce qu'il a voulu tricher, il n'y a pas d'autre mot, et puis les autres qui n'ont sans doute pas eu le courage de prendre une décision ferme alors qu'ils avaient mis en place un règlement. Quand on met en place un règlement, il suffit ensuite de l'appliquer, c'est pas très compliqué, il faut avoir un petit peu de courage, c'est pas le cas de tous les politiques. On voit qu'il n'y a pas qu'en France, apparemment, en Australie aussi, on manque un petit peu de quelque chose dans le caleçon. Virginie, toi qui es concernée par le tennis, qu'est-ce que tu penses de cette situation ? Ouais, je suis bien en phase avec ce que tu dis, et c'est vrai que des deux côtés, je pense que ça a été mal géré. Je pense que Djoko a pas voulu, je sais pas s'il a triché de façon complètement
parfaitement consciente, mais je pense qu'il était pas très à l'aise parce que, a priori, du coup, il a été pris en photo avec des gens quand il avait déjà le Covid. Donc voilà, donc du coup, il voulait pas trop que ça se sache, etc. Donc voilà, il y a eu en tout cas des choses qui n'ont pas été complètement dites. Voilà, des non-dits de son côté à lui, c'est sûr. Voilà. Après, franchement, les politiques au niveau de l'Australie n'ont pas du tout assuré pour moi. En plus, clairement, je pense qu'il a été un peu, mine de rien, maltraité. Par rapport à ce qui s'est passé là-bas, donc franchement, et de lui dire au dernier moment et d'être en détention et tout, non, c'est pas des choses, je trouve, qui se font. Et surtout, moi, je me pose des questions sur l'avenir de Djoko, c'est-à-dire comment il va réussir à rebondir par rapport à tout ça, en sachant que ça a été médiatisé et tourné quand même beaucoup contre lui-même. Comment il va faire pour la suite de sa carrière, parce que ça reste quand même un grand champion de tennis, et ça, voilà, c'est plutôt regrettable. Gislain. Moi, je pense qu'il se nourrit de ça, justement. Et qu'il va revenir, il va aller chercher le record, ça peut pas être autrement. Il va avoir les crocs. Ouais, il va avoir les crocs, et moi, je voudrais pas le rencontrer dans les prochains tournois, parce que ça va être une machine, J'espère. Non, moi, je le ressens comme ça, il se nourrit de ça, de toute manière, c'est le mal-aimé du tennis. Par rapport à des Nadal ou des Federer, et bon, c'est un génie. Après, moi, je pense qu'il a voulu enfumer tout le monde, c'est clair, net et précis. Le jour où il est déclaré positif, le 16 en fait, il remet des prix en Serbie, dans son école de tennis. Le lendemain, il reçoit les journalistes de l'équipe. Bon, c'est pas très sérieux tout ça. Voilà, il n'y a rien eu de bien sérieux du début à la fin, et on se retrouve avec une polémique encore qui est lunaire, quoi. C'est du grand n'importe quoi. Et qui donne une mauvaise image de tout le monde et du sport et du sportif, qui effectivement, Djokovic reste un très très grand tennisman et sans doute le meilleur de tous, parce que quand même il est parti en retard sur les deux autres et il a fait tous ses records pendant que Nadal et Federer étaient aussi en train d'établir le record. Donc c'est un très très grand champion. Après, voilà, dommage, il a essayé, il a joué, il a perdu. On verra pour la suite. Mais il gagnera à nouveau. Il gagnera à nouveau, sans doute. Et on va voir qui de vous deux va gagner ce soir dans ce quiz. Ah ouais, là, il y a de l'enchaînement, hein. C'est un métier. Je vous rappelle le principe, 5 questions. Questions olympiques ou paralympiques, questions record, questions d'actualité sportive locale, une question avec S à sport. La réponse a été donnée pendant l'émission. Et le décompte final qui va avantager, je suis désolé Gislain, ça va avantager un petit peu Virginie et Aurélie ce soir. Aurélie, tu pourras faire office de joker une fois sur ce décompte final. Pour les deux, ils pourront faire appel à toi une fois. Est-ce que vous êtes prêts ? Une petite dédicace à Johan, quand même, on peut pas passer ce quiz sans penser à lui. Non. Il avait un moment important dans sa vie aujourd'hui. Il ne pouvait évidemment pas l'oublier. Donc, il n'est pas parmi nous. On pense à lui quand même. Question olympique. Je vais vous demander combien de médailles, ça sera une question de rapidité. Combien de médailles Martin Fourcade a-t-il remporté au JO de Pyeongchang ? Allez, 5. 7. Non, c'est moins pour les deux. 4. Non. 3. 3. Ah, c'est parti du côté de Gislain en premier. 3. Et Martin Fourcade, il fait pas les choses à moitié, il remporte 3 médailles et c'est 3 médailles d'or. En poursuite, en ligne et en relais mixte. 3 médailles d'or pour Martin Fourcade. Je vous rappelle que les Jeux de Pékin démarrent dans quelques semaines. Question record et on va parler boxe. Le boxeur Julio Chavez détient le record de victoires consécutives. Vous allez chacun me donner une réponse, ça sera le plus proche. Combien de victoires consécutives a-t-il engrangé ? Virginie, tu es menée, tu commences. Je sais pas, 15 ? 15. Gislain ? 25. 25. Vous êtes très très loin tous les deux. Il a enchaîné 87 victoires. Sur les 110, je crois, combats, 87 victoires consécutives. C'est énorme. Il a une carrière sur plus de 20 ans, entre 80 et 2005, 25 ans même. Voilà, très très grand boxeur. Et j'en profite, si vous êtes amateur de boxe, il y a actuellement sur le replay d'Arte, je vais faire un peu de pub, 4 très très beaux documentaires sur la vie de Mohamed Ali. Ça dure, chaque documentaire dure entre 1h30 et 2h. Si vous êtes un passionné de boxe et de Mohamed Ali en particulier, comme c'est mon cas, là vous allez vous régaler parce qu'il y a des images d'archives incroyables de sa finale des Jeux Olympiques en 1960, des images que perso j'avais jamais vues et je vous promets je suis un grand fan de Mohamed Ali et des images extraordinaires à voir. Tout est raconté dans sa vie de sportif, dans sa vie d'homme. N'hésitez pas, c'est sur Arte, je suis tombé dessus par hasard cette semaine, vous allez vous régaler. Question d'actualité sportive locale.
question de rapidité. Qui est actuellement le meilleur buteur du Clermont Foot? Mohamed Bayo. Mohamed Bayo, voilà. Ah bah voilà, mais c'est sûr, c'est un footeux. Non, mais tout là, tu vois. C'est l'abonné qui gagne. Ouais, tu seras avantagé tout à l'heure. Ça fait 3 pour Ghislain. Son nombre de buts, ça rapporte pas de points. Il y a 9. 9 buts, c'est bien. Bah, ça fait 4, non? Non, on reste à 3. Question avec AS à Sport. Je vous ai donné la réponse pendant l'émission. Là aussi, le plus rapide gagne. Quelle est la place du HBCAM? 10e. 10e. Oh là, c'est une flèche ce soir. Incroyable. Mais Là- je crois que je vais me faire rattraper à la fin, donc il faut que je prenne un peu d'avance. Là, ce soir, une flèche. Allez, le décompte final. Aurélie, tu pourras intervenir s'ils ont besoin de toi. On va parler tennis féminin, on va parler Fed Cup. Depuis la création de la Fed Cup, il y a seulement 11 nations qui ont remporté le trophée. Je vais vous demander de me retrouver 10 des 11 nations qui ont remporté la Fed Cup. Virginie, c'est toi qui commences et c'est à tour de rôle. La France. La France qui a remporté la Fed Cup à plusieurs reprises. Je n'ai pas noté toutes les années parce que vous allez voir, il y a une nation qui a dû le remporter au moins une quinzaine de fois. Les États-Unis. Les États-Unis ont remporté effectivement au moins une fois la Fed Cup. Ça fait 5-1. Virginie. La Belgique. La Belgique, oui, la Belgique a remporté la Fed Cup. 5-2. L'Espagne. L'Espagne également fait partie de ce classement 6-2. L'Allemagne. L'Allemagne, oui, à la fois époque Allemagne de l'Ouest et Allemagne. Ça fait 6-3. Ghislain. Ah, ça y est, commence à taper dans le dur. Hein. Fed Cup, hein, parce que Ouais. je pense qu'elle existait. Bah, je vais dire l'URSS ou la Russie. Je sais La pas où. Russie, l'URSS, c'est très bon. Et la Russie est d'ailleurs tenante du titre. La Suisse. La Suisse, non. La Suisse n'a pas remporté la Fed Cup. Ghislain. Attention, là, il peut creuser l'écart définitivement. Hein. Mais là, ça commence à se compliquer. L'Australie. L'Australie, oui. L'Australie a remporté la Fed Cup au tout début, dans les années 60 et 70. Ah, je me rappelais bien de celle-là. Ça fait 8-3. Je vous rappelle que vous avez un joker chacun. Aurel, t'as une idée? Je dirais République tchèque. La République tchèque, oui. Alors, Tchéquie et Tchécoslovaquie, et là, j'ai pas noté parce qu'ils ont remporté un nombre de fois incalculable. Cette Fed Cup, ça fait 8-4. Ghislain. Et là même pour Aurélie. L'Italie. L'Italie, oui. L'Italie a remporté J'hésitais. également cette Fed Cup 9-4. Et ça sera remporté pour Ghislain. Pour la beauté du geste, on va aller chercher les derniers pays. Alors, il en reste un, vous avez plus ou moins dit, qui y allait avec la Tchéquie. C'est l'autre partie. La Tchécoslovaquie. Voilà, c'est la Slovaquie. La Slovaquie. La Slovaquie a remporté également cette Fed Cup. La Suède, non? La Suède, non. Il en reste un pour avoir les 11. Vous avez trouvé 10, là, il en reste un. Si vous me le trouvez, celui-là, Ah ouais. j'ai presque envie de dire que c'est qui tout double. Hein. Ah non. Ça c'est violent ça. Non, c'est pas l'Argentine. La Grande-Bretagne. Non, c'est un pays qui n'a remporté qu'une fois la Fed Cup. Et je vous mets au défi de me trouver une des joueuses, parce que je ne Ouais. savais même pas que c'était un pays, une nation qui joue au tennis, parce que c'est l'Afrique du Sud. Ah ouais. L'Afrique Ouais, du avec Sud a Koza, remporté bah oui, une on a fois la Koza. Fed Cup dans les années 70. Là, c'était une surprise quand j'ai fait le petit classement ce matin pour retrouver ça. Très bien, Ghislain, invaincu en 2022. Ah c'est bon, j'ai perdu la semaine Ah, dernière. t'as perdu la semaine dernière, c'est vrai, c'est Johan qui s'était imposé. Et c'était bien sur le score de 8-4, hein, d'ailleurs. J'ai revérifié après. Il m'a bassiné avec j'avais ça vu ça, toute la ouais. semaine. Il me dit Donc- je suis sûr que donc- j'ai 8-4. j'ai Donc sûr que j'apporte j'ai un 8-4. correctif officiel, Johan, si tu nous écoutes, tu as bien gagné 8-4 la semaine dernière. Voilà, c'est moi qui avais mal compté. Je m'en suis rendu compte après en réécoutant l'émission. Je fais tout un débrief, ensuite je réécoute des heures pour savoir qui a marqué le point, pas marqué le point. Puis comme j'ai que ça à faire de mes journées, vous imaginez bien. Allez, nous on va se quitter. On va pas se quitter, mais sauf si vous êtes venus en deux roues, hein, mais sinon c'est autre chose. Merci beaucoup mesdames, bonne chance, on va croiser les doigts. Je vous dis un gros Merci. merde pour Merci. dimanche. On rappelle le rendez-vous, c'est à la Gautière, dimanche à 9h pour le 8e de finale des filles de l'ASM Tennis, 8e de finale du championnat de France, plus de 35 ans face à Juvignac, c'est bien ça. C'est ça. À partir de 9h, eh ben, on va suivre tout ça de près. La rediff demain mercredi 20h, le podcast jeudi matin sur la page Facebook avec ASA Sport, et nous on se retrouve mardi prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, je vous souhaite une belle semaine sportive.